7 juin 1993. Minneapolis, Minnesota. Suicide commercial. Yes, boy. Prince Rogers Nelson fêta ses 35 ans le 7 juin 1993. Le lendemain, son agent publicitaire de Minneapolis annonça que son client ne voulait plus qu'on l'appelle par son nom. À la place, il avait opté pour un pictogramme mêlant les symboles du féminin et du masculin. L'emblème était apparu une première fois sur la pochette de son dernier album, paru à la fin 1992. Son agent était incapable de donner à MTV et à personne d'autre des indications sur la manière de prononcer ce nouveau nom. Sa maison de disques, Warner Brothers, chez qui son contrat a été estimé à près de 100 millions de dollars, se déclara tout aussi perplexe et fut obligé de fournir un signe typographique à tous les médias pour leur permettre d'imprimer le symbole. Si l'artiste cherchait à déconcerter l'industrie musicale, son dernier coup en date était une réussite. Un journaliste anglais le surnomma « The artist formerly known as Prince », l'artiste qu'on appelait Prince. C'était la chose la plus proche d'un nom mémorisable. Prince était un artiste complet. En termes de polyvalence, il était probablement la plus accomplie des rockstars. Il était multi-instrumentiste, avait signé des hits énormes tels que Purple Rain et Little Red Corvette, déployait un répertoire vocal immense, produisait ses morceaux, possédait son propre studio à Minneapolis, loin du music business, et pouvait compter sur plusieurs équipes de musiciens à son service. Il savait même danser, un talent loin d'être négligeable. Dans un domaine où l'on peut parfaitement atteindre une position de prestige avec des capacités limitées pour autant que vous vous en serviez intelligemment, à l'image de Bono, Prince était encombré de talent. Contrairement à de nombreux musiciens, il savait exactement ce qu'il voulait. Son seul défaut était peut-être sa productivité. Dès qu'il avait composé et enregistré une chanson, il éprouvait l'envie de la sortir. Comme de nombreux musiciens, il ne s'était jamais remis de l'excitation que provoquait chaque premier passage à la radio de ses nouvelles chansons, et voulait simplement éprouver cette sensation plus souvent. Curieusement, ceux qui voulaient l'en empêcher étaient les cadres de sa maison de disques. Un label traditionnel comme Warner Brothers remplissait 3 fonctions. Il finançait l'artiste contre un nombre de disques convenu à l'avance pendant une période donnée. Il possédait les usines et le savoir-faire nécessaires pour fabriquer ces disques. Il disposait du réseau de distribution, des camions, des représentants et des comptables pour les amener au public. Il était également en relation avec les radios qui diffusaient ces disques. Ni les labels ni les radios ne tenaient particulièrement à recevoir le nouveau disque de Prince aussi souvent que ce dernier. Cela nuisait à l'effet de nouveauté et à la longue déprécierait le nom qu'ils avaient aidé Prince à bâtir. L'argument invoqué par Prince était adorable. Comme Warner Brothers avait signé un contrat avec un type appelé Prince, le label était tenu de commercialiser sa musique. Grâce au symbole, cependant, Prince était libre de repartir de zéro ailleurs.
C'était l'équivalent contractuel de simuler sa propre disparition. Bénéficiant d'un contrat d'exclusivité, Warner rechignait naturellement à le laisser faire. Prince rétorqua qu'on le traitait comme un esclave. Il se mit à apparaître en public, généralement pour recevoir des prix, avec le mot « slave » écrit sur la joue. Prince avait une totale confiance en lui et en était à un stade de sa carrière où tout lui semblait permis. Rien ne l'obligeait à diffuser sa musique sous le nom qu'il avait rendu célèbre. Son talent hors du commun suffirait à la populariser. Sa théorie fut mise à rude épreuve. Il voulut travailler à distance en mettant son équipe à contribution. Il confia un rôle à sa protégée, Carmen Electra, dans une adaptation multimédia de l'Odyssée d'Homère intitulée Glam Slam Ulysse. Le LA Times jugea la production musicale simplement idiote. Le spectacle ne fit pas long feu. Il confia au réalisateur James Brooks 4 chansons pour son nouveau film, qui furent toutes si mal accueillies qu'on les retira de la bande sonore. Très peu d'artistes signés sur son label, Paisley Park, avaient tenu leurs promesses. Et Warner Bros. Se demandait bien pourquoi il était censé tout financer. Pendant ce temps, le label profitait des ventes encourageantes d'une compilation de hits et de faces B, vendus au prix inouï de 49,99 $. Au moment même où Prince entamait son jeu de poker menteur avec Warner Bros. Aux États-Unis, le chanteur George Michael intentait une action contre sa propre maison de disques, Sony, devant la Haute Cour de justice de Londres. Il jugeait son contrat inéquitable et accusait son label, qui désapprouvait sa nouvelle orientation artistique, d'avoir plombé la promotion de son dernier album. Une telle démarche était courageuse de la part de George Michael. Durant les 17 jours qu'il passa à la cour, écoutant les arguments techniques des avocats des deux parties, il dut craindre plus d'une fois que rien de bon ne sortirait de cette affaire. Durant les 3 jours où il fut appelé à témoigner, il aurait dû se douter qu'une pop star refusant d'estimer sa valeur nette lors d'une audience publique serait la dernière personne à susciter la sympathie. Il s'était contenté de tendre au juge un bout de papier où il avait inscrit la somme en question. 100 millions de livres. Le cœur du litige était le suivant. Alors que le premier album solo de George Michael, après son départ du duo pop Wham, s'était vendu à 25 millions d'exemplaires dans le monde, le suivant plafonnait à 8 millions. George attribuait ce déséquilibre à une campagne de promotion ratée de la part de Sony. Une vérité universelle veut que tous les mérites reviennent à l'artiste lorsque le disque se vend bien, mais que toute la responsabilité incombe à son label quand il se vend mal. Parallèlement, l'industrie du disque, qui ne manque pas de se targuer de tout faire pour ses artistes, est le seul domaine où l'on permettait à quelqu'un de sortir un premier album aussi léger et sirupeux et d'enchaîner avec un deuxième aussi sombre et introspectif. Seule l'industrie du disque accorde aux artistes un contrôle absolu sur le packaging de leurs disques. Seule l'industrie du disque aurait pu lui permettre de passer d'une pochette ornée de son portrait en couleur à une vieille photographie de Coney Island datant de 1940. Seule l'industrie du disque pouvait autoriser un artiste à intituler son disque « Listen Without Prejudice Volume 1 » « Écouter sans préjugés Volume 1 ». George Michael cherchait si désespérément à se débarrasser de son image légère et festive qui avait fait son succès qu'il donna à son album ce qui entrerait dans les annales comme le titre le plus génial de toute l'histoire de la musique.
Prince et George Michael pensaient susciter une réaction encore plus favorable si l'on écoutait leurs disques sans savoir qu'ils en étaient les auteurs. En vérité, et la maison de disques le savait bien, c'était précisément l'inverse qui risquait de se produire. Les préjugés étaient en effet une condition nécessaire au bon fonctionnement de l'industrie musicale, la force d'attraction qui animait l'ensemble du star system rock. Les préjugés ont autant de chances de se révéler favorables que négatifs. Grâce à eux, les fans ont un a priori positif sur leur star préférée. Ce sont les préjugés qui poussent les fans à acheter des disques qu'ils possèdent déjà à cause d'une seule chanson en bonus. Ce sont les préjugés qui leur font dépenser l'argent qu'ils n'ont pas et parcourir des distances toujours plus longues pour aller voir un artiste en concert. Les fans sont pétris de préjugés et c'est précisément ce qui en fait des fans. La frange du public la plus à même d'acheter votre nouveau disque est celle qui possède déjà le précédent. Les préjugés, fondés sur la notoriété et la fidélité à une marque, permettaient aux maisons de disques de verser des avances de plusieurs millions de livres. Quand vous n'étiez pas encore célèbre, les labels insistaient pour écouter vos chansons. Une fois que vous vous étiez forgé un nom, ils achetaient ce nom, conscients qu'un grand nombre de gens avaient des préjugés favorables à son égard. La dernière chose qu'ils souhaitaient, c'était que le public écoute sans préjugés. Sans préjugés, ils risquaient de mettre des années à écouter votre disque. Ils risquaient même de se rabattre sur autre chose. Cette année-là, Bill Clinton devint le 42e président des États-Unis. Janet Jackson apparut dénudée en couverture de Rolling Stone, les seins cachés par les mains d'un homme placé derrière elle. Ryan Gosling, 13 ans, quitta le Canada pour la Floride pour intégrer le All New Mickey Mouse Club, aux côtés d'autres jeunes inconnus tels que Justin Timberlake, Britney Spears et Christina Aguilera. L'album de l'année 1993 était la bande originale de Bodyguard, film dans lequel Whitney Houston campait une diva cachant un terrible secret. On ne découvrirait le propre secret de Whitney Houston qu'après sa mort. Mais son mariage avec Bobby Brown faisait déjà les choux gras des magazines de supermarché et des chaînes d'information en continu. Plus que jamais, les mésaventures intimes des artistes musicaux faisaient dorénavant partie du domaine public. C'était bon pour les affaires. La bande originale de Bodyguard fut le premier et le dernier album à atteindre le million d'exemplaires vendus en une semaine. George Michael perdit son procès. Prince claqua la porte de Warner Brothers et diffusa sa musique sur une large palette de labels. Vexé par un cadre de son ex-label qui aurait déclaré qu'il était fini, il écrivit une chanson intitulée « The Most Beautiful Girl in the World » en une journée. Ce fut un hit planétaire en 1994. C'était la dernière fois que les yeux du monde entier se braqueraient sur lui.